Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance du conseil municipal. Nous avons quelques absences ce soir qui ont donné procuration, notamment monsieur Jacques Maillefer qui donne procuration à Jean Lavielle, madame Catherine Rabat qui donne procuration à Dominique Romain, madame Nathalie Durchetti qui donne procuration à Bruno Dubroca et enfin monsieur Christian Berthoud qui donne procuration à Christine Giraudet. Le quorum est atteint, la séance peut également se tenir. 8 points à l'ordre du jour ce soir ainsi qu'une question orale. Il convient de désigner une ou un secrétaire de séance qui sera ce soir, madame Hélène Deiris. Merci. Je vous propose de passer tout d'abord à l'approbation du procès verbal de la séance du 28 mars 2024. Est-ce qu'il y a des observations? Non, je mets donc le PV aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Une hésitation de micro-1. Qui s'abstient? 5 abstentions. Et nous passons au point numéro 1 concernant le chapitre des affaires générales avec tout d'abord le renouvellement des élus membres du conseil local de la vie associative, madame Sylvie Péducas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce premier point concerne le conseil local de la vie associative, donc créé en 2020 sous la forme d'un comité consultatif et pour toute la durée du mandat, mais avec des représentants donc renouvelables tous les 3 ans. Nous arrivions donc cette année au renouvellement des représentants au conseil local de la vie associative. Parmi ces représentants, donc le collège des élus et puis les collèges associatifs sont représentés. L'Assemblée générale du mois d'avril a proposé donc un certain nombre de candidats représentant les différents collèges associatifs que je vous rappelle ici, qui sont donc monsieur Auger et madame Robert pour le collège amical et retraité, madame Cometti et monsieur Topinard pour le collège amical également, monsieur Jean-Claude Carlier et madame Maryse Carlier pour le collège anciens combattants et mémoire, monsieur Yves Serré et madame Patricia Rochelemagne pour le collège chasse, pêche, agriculture et environnement, monsieur Bertrand Coberlet et monsieur Philippe Junio pour le collège culture et patrimoine, madame Virginie Pantanella et madame Ophélie Tapi pour le collège défense des droits, lutte contre les discriminations et solidarité, mesdames Enrica et Stella Cassio pour le représentant du collège enfance, parentalité et éducation, madame Marie-Thérèse Pitiot et madame Suzanne Nicole pour le collège loisirs et de reconduire donc les candidatures de monsieur Thierry Lheureux, madame Hélène Deiris, monsieur Emmanuel Vigne en tant que représentant de l'OMS, monsieur Nicolas Pécastin, madame Catherine Beaulieu et moi-même en tant que représentante du maire. Est-ce qu'il y a des observations? Non, et à nouveau merci à tous ces bénévoles qui s'engagent au service des autres dans la ville de Saint-Paul-et-Dax. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est donc... pardon, juste, il fallait que je précise juste auparavant s'il y avait une objection à voter à main levée. Non? Bon. Donc cette fois-ci, c'est approuvé, pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la conclusion d'une convention pour la mise à disposition d'un véhicule avec les associations. C'est le fameux minibus et c'est Delphine Grelier-Léguis qui vous le présente. Bonsoir. La commune de Saint-Paul-les-Dax s'est dotée d'un minibus 9 places, un Ford Transit Custom, qui est destiné à améliorer les conditions de transport collectif. Ce véhicule est, comme on l'a déjà évoqué, financé à 100% par la vente d'espaces publicitaires et est mis à disposition de la commune par la société Visiocom pour 3 années. Ce véhicule communal est prioritairement utilisé par les services municipaux en semaine et durant les périodes de congés scolaires. Les services du CCAS, enfance et jeunesse bénéficient d'une priorité d'utilisation en fonction d'un planning de réservation qui est indiqué sur l'année civile. La municipalité de Saint-Paul souhaite proposer le prêt du véhicule à ses différentes associations et clubs. Cette mise à disposition sera encadrée par une convention qui en fixera les conditions. Après concertation avec le conseil local de la vie associative et avec l'office municipal des sports, il est proposé de conclure une convention avec les associations et les clubs intéressés, associations et clubs ayant bien entendu un siège social dans la commune de Saint-Paul et signataires de la charte de la vie associative et ou membres de l'OMS.
et il est proposé de valider les tarifs suivants mis en place en cas de non-respect de certaines obligations, c'est-à-dire des frais. Si le véhicule est retourné avec absence de nettoyage, les frais s'élèveront à 100 €. De même, si le plein de carburant n'est pas effectué sur le véhicule, des frais à hauteur de 50 € plus le montant du plein de carburant seront effectués. Pour être totalement précise sur la convention et de mise à disposition, nous avons prévu, en cas de demande plurielle sur une même date, un planning de réservation qui est établi selon 5 priorités qui ont été fixées comme suit. La première priorité est une priorité de mobilité pour les publics transportés, avec évidemment une priorité au public mineur et au public empêché. La deuxième priorité sera le nombre de demandes effectuées par les associations. Lorsque 2 emprunts auront été effectués au sein d'une même année, l'association ne sera plus prioritaire. La troisième priorité est la nature du déplacement, sachant que les compétitions et les rencontres officielles seront prioritaires sur les loisirs. La quatrième priorité sera la distance à parcourir. Les courtes distances ne seront pas prioritaires face aux longues distances. Et la cinquième priorité fixée sera la règle du premier demandeur, premier servi. Voilà pour les règles et les différentes priorités fixées. Il est proposé que la convention soit établie par année scolaire, correspondant aussi au fonctionnement des différentes associations et clubs pour l'organisation de leurs activités et des animations. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer une convention de mise à disposition de ce véhicule Ford Transit Custom avec les associations et les clubs intéressés. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Donc à partir du 2 mai, nos clubs et associations pourront désormais réserver le minibus. Merci. Le point numéro 3 appelle l'adoption du règlement du concours de l'affiche des fêtes de Saint-Paul-et-Dax. Monsieur Sébastien Ducasse. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Oui, un règlement qui devient maintenant une habitude puisque ça fait la 3e année qu'est proposé donc ce concours d'affiches des fêtes de Saint-Paul-et-Dax. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais les fêtes de Saint-Paul auront lieu donc du jeudi 11 au dimanche 14 juillet 2024. On espère vous voir nombreux et nombreuses pour que ces fêtes soient aussi belles que celles de l'année dernière, voire encore plus belles. Donc oui, un concours d'affiches qui a été mis en place pour proposer toujours dans la démarche participative qu'on souhaite impulser. Les différents participants ont pu proposer différentes affiches depuis le début de l'année jusqu'au milieu du mois d'avril. Suite à cette phase de proposition, un jury donc s'est réuni pour sélectionner 5 affiches qui sont soumises donc au vote de la population, depuis maintenant la semaine dernière et jusqu'au 1er mai inclus. Donc je vous rappelle les participants qui sont donc Charline Aubry, Laurie Amiot, Eric Califano, Mathieu Defenin et David Duhart. Donc vous avez jusqu'au 1er mai pour voter pour votre affiche préférée qui sera donc l'affiche des fêtes. 2 possibilités qui sont donc soit en ligne sur le site de la ville de Saint-Paul-et-Dax ou alors par bulletin papier donc à l'accueil de la mairie et à l'accueil de la médiathèque. Là aussi un concours d'affiches qui a encore eu un franc succès puisqu'on a récolté le double de propositions par rapport à l'année dernière. Donc on voit que c'est un concours qui s'installe vraiment avec de très belles propositions. Ça a été très compliqué en tout cas de sélectionner 5 affiches. Elles vous sont soumises. Donc là, il vous est proposé de pouvoir valider le règlement intérieur de ce concours que vous avez en annexe donc, à cette délibération et de valider également la gratification prévue de 500 € qui sera donc remise aux lauréats de ce concours de l'affiche des fêtes populaires, en précisant bien sûr que cette gratification est inscrite au budget communal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, 29 candidats, c'est ça cette année. Tout à fait. Effectivement, c'est difficile d'aller sélectionner. Je mets la délibération aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention. Elle est adoptée également à l'unanimité. Point numéro 4, la conclusion d'une convention avec le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, monsieur Jean Lavienne. Bonsoir à tous. Alors, délit numéro 4, la conclusion d'une convention, comme vous l'a dit le maire, de mise à disposition d'un terrain situé chemin d'Abbesse, avec le 1er RPIMA, basé à Bayonne. Alors, dans le cadre de sa mission de préparation et d'entraînement de nos forces armées,
Le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine sollicite ponctuellement l'autorisation d'accès et de mise en place de ces moyens sur des sites en dehors des emprises militaires. C'est dans ce contexte que le 1er RPIMA demande l'autorisation de circuler et de stationner sur le terrain appartenant à la commune située chemin d'Abbesse à Saint-Paul-et-Dax. Donc il y a lieu de conclure une convention avec le 1er RPIMA ayant pour objet de définir les modalités de la mise à disposition du dit terrain. Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux pour la période du 2 mai 2024 au 31 décembre 2024 et sera reconduite tacitement le 1er janvier de chaque année. Voilà, elle se fait dans le respect du site et des opérations de protection de la valorisation en cours. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition qui est annexée. Vous l'avez vu, je suppose. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci. Nous ouvrons désormais le chapitre du personnel communal avec la création d'un nouveau poste PEC. Martine Gaille. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Il s'agit donc, comme monsieur le maire le dit, de la création d'un poste d'adjoint technique pour le service affaires scolaires dans le cadre du dispositif Parcours emploi compétences. La municipalité met en œuvre dès qu'elle le peut des actions concrètes pour aider un certain nombre de personnes à s'insérer ou se réinsérer dans le monde du travail. Parmi les outils mis à sa disposition, il existe notamment le parcours emploi compétences qui s'adresse principalement aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Ce contrat fait partie de la catégorie des contrats aidés dont les collectivités territoriales peuvent se saisir. C'est dans ce cadre qu'il est proposé de créer un emploi d'adjoint technique à compter du 2 mai 2024 pour exercer les missions suivantes. Assurer le service des repas, le nettoyage et l'entretien des locaux et du matériel de l'école, salle de restaurant et locaux techniques, selon le plan HACCP. Donc, il vous est proposé de créer un poste d'adjoint technique au sein du service scolaire et périscolaire d'une durée de 20 heures hebdomadaires à compter du 2 mai 2024 et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et le contrat de travail à durée déterminée pour une durée d'1 an, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l'employeur et le prescripteur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je précise qu'il s'agit d'un contrat de 20 heures rémunéré sur la base du SMIC et pour lequel la collectivité bénéficie d'un financement également de l'État. Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Il est donc adopté à l'unanimité. Merci. Nous ouvrons le chapitre des affaires foncières. Et au point numéro 6, la mise à disposition de parcelles communales pour l'installation d'une compensation écologique liée à la création de la centrale. Alors vous aurez complété la phrase, la centrale photovoltaïque de Candat. Et c'est monsieur Alain Godot qui nous la présente. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, dans le cadre de la création de la centrale photovoltaïque de Candat, le programme de travaux défini nécessite l'élaboration d'un dossier de demande de dérogation d'espèces protégées et la mise en place de mesures compensatoires. Ces mesures visent à compenser l'habitat favorable à l'hivernage des amphibiens, l'habitat favorable à la nidification de la linotte mélodieuse et l'habitat favorable à la nidification du verdier d'Europe impacté par les travaux. Les compensations devant être réalisées au plus près des impacts, des parcelles ont ainsi été prospectées sur la commune de Saint-Paul-et-Dax, sur lesquelles la SAS Candat pourrait mettre en place ces mesures au travers de travaux de restauration sur une période de 30 ans. Le coût de la mise en œuvre des mesures est ainsi à la charge de la SAS Candat. Cette délibération vise à acter la mise à disposition à la SAS Candat des parcelles AI51 d'une contenance de 9 750 m², AH 86-87 d'une contenance de 17 419 m² et BD 272P 274P d'une contenance d'environ 6 800 m² pour la mise en œuvre des mesures de compensation. Ces mesures de compensation consisteraient sur les parcelles AH 86-87 d'une surface de 17 419 m²
de la suppression des espèces invasives, robiniers, du broyage des ronciers et baisse de la densité des jeunes aulnes afin de rouvrir le milieu, et conserver des îlots d'arbustes plutôt qu'un fourré d'aulnes, ainsi que la création de mares pour les amphibiens. Sur la parcelle AI51 d'une surface de 9 757 m², suppression des espèces invasives, donc les robiniers, et les remplacer par des espèces autochtones, par exemple des chênes, tout en veillant à conserver une densité en arbres peu dense. Sur une partie des parcelles BD 272-274, d'une parcelle d'environ 6 800 m², réduction de la densité des points sur la zone plantée et replanter des feuillus, par exemple avec des chênes, sur cette surface. Le dossier de demande de dérogation d'espèces protégées doit garantir la disponibilité des parcelles sur lesquelles la compensation est prévue. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la compensation sur les parcelles précitées pour une durée de 30 ans. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques éventuelles? Non, pas de questions. Merci pour ces éléments relativement précis, très précis. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Le point numéro 7. Alors je sais que vous l'attendez chaque année avec impatience. Il s'agit du bilan foncier 2023 présenté par André Humeau. Merci. Bonsoir à tous. Je vais être bref. Le bilan annuel des acquisitions, cessions et délégations immobilières retrace pour l'année 2023 les opérations effectuées par la commune, conformément à l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte du bilan 2023 des acquisitions et des cessions ou échanges. Vous avez en annexe toutes les opérations qui ont été réalisées. Elles sont pas municipale de Saint-Paul, l'association Prof et Sœurs Boussole, puisque vous avez signé une convention annuelle d'occupation régulière à titre gracieux, bien sûr, des salles Félix Arnaudin, Temps Libre, Grange de Christus, Georges Villaton. Alors, j'imagine qu'il y a une raison derrière tout ça, bien sûr. Donc, si vous pouvez nous expliquer, visiblement, c'est une association qui est assez récente, qui a bénéficié d'une petite aide financière, je crois bien de 300 € affectés sur l'aide de Joie Casino. Et qui plus est, vous indiquez qu'il y a un projet solidaire des sables au Maroc, ainsi que des actions à venir sur la ville de Saint-Paul-et-Dax. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur cette association? Eh bien, écoutez, vous imaginez bien, Sylvie Péducas vous répond. Ça, j'en ai aucun doute. J'en ai aucun doute. Oui, alors vous avez quasiment tout dit effectivement sur cette nouvelle association, et c'est pas tant le fait de son objet ou que ce soit une nouvelle association qui fait que vous voyez apparaître ce type de convention que vous verrez désormais apparaître, puisque dans un souci de simplification, de façon à ne pas avoir à repasser des conventions pour chaque demande, désormais avec toutes les associations saint-pauloises qui feront la demande et à compter de la première demande pour une année complète, nous vous proposerons donc des conventions qui couvrent l'ensemble des bâtiments, de façon à ce qu'ensuite on n'ait plus qu'à prendre des arrêtés et des décisions relatives aux différentes demandes. Donc ce sera la règle désormais pour toutes les conventions effectivement qui passeront sur l'ensemble des équipements, sauf là par exemple le Colocadi, parce qu'on est sur une association extérieure et sur un projet très spécifique qui ne se tient qu'à l'AMICA. Est-ce que cela répond à votre question? Complément d'information, vous indiquez sur le rapport compte rendu de la commission associative et citoyenne qu'il y avait des projets à venir par cette association sur la ville de Saint-Paul. Est-ce que vous en savez plus? C'est ce qu'on espère effectivement. Donc c'est une association qui vient juste de se créer avec cette vocation effectivement de solidarité, en particulier internationale.
Elle est engagée pour le moment pour un projet sur l'année 2024. Elle nous dit qu'effectivement, elle a vocation ensuite à renouveler des projets de cette même nature sur les années suivantes. Donc, on espère pouvoir faire confiance effectivement aux membres de cette association. Donc, l'idée, ce serait vraiment chaque année de continuer à travailler sur des projets de solidarité internationale, voilà, en sollicitant l'ensemble des Saint-Paulois qui souhaiteraient participer. Ce n'est pas la seule association d'ailleurs sur Saint-Paul-et-Dax. Le NIDEF, par exemple, est engagé sur ce type de solidarité aussi. Merci. Effectivement, d'autres points importants dans cette délégation de pouvoir, puisque vous avez vu, il y a la sollicitation de la subvention à l'Agence régionale de santé à hauteur de 25 000 € pour lancer l'EUS, qui est une première dans le département des Landes, et qui vient l'étude d'impact en santé pour nos projets urbains, et que l'on va déployer ensuite systématiquement pour tous les nouveaux projets urbains à Saint-Paul-et-Dax. Et puis l'autre point, vous voyez, c'est le projet Tout Malin. C'est parti. Au mois de janvier, nous avons lancé la procédure administrative. Au mois de mars, la première étape a été passée pour sélectionner 3 cabinets plus 1 qui concourent en ce moment et qui nous proposeront une première esquisse du site fin juin, début juillet. Donc le projet, ça y est, désormais très bien parti. Voilà, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Nous avons une question orale du groupe L'Avenir Ensemble. Qui nous la pose? Bruno Dubroca. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, des questions orales sur ABES, notamment sur les travaux qui ont été réalisés. Alors les 2 premières questions là, émanent de Saint-Paulois qui ont se promené à ABES, qui connaissent le lieu. Et donc nous ont posé la question de savoir il y a eu donc l'abattage des arbres avant de réaliser le parking là, de 48 places. Je voudrais savoir comment est choisie l'entreprise qui a réalisé et l'abattage et la création du parking, comment vous le sélectionnez, je veux dire. Ensuite, oui, si sur l'abattage des arbres, est-ce qu'il y a eu une vente et combien cela a rapporté à la commune? Pour le parking, donc, oui, comment a été choisi le prestataire. Et la dernière question, c'est plutôt pour nous éclairer peut-être sur un point de règlement qui est peut-être tout à fait légal, mais lors de la présentation du plan de gestion de la forêt d'Abbesse, vous avez indiqué que vous serviriez d'une vente de bois annuelle de 80 000, à hauteur de 80 000 € à peu près pour financer les travaux sur le domaine d'Abbesse. Et par contre, ne faut-il pas que les parcelles d'où proviennent les ventes de bois soient soumises à l'ONF, parce que je sais bien que vous nous avez présenté que l'ABES, là, vous le gardiez en gestion communale sans l'ONF, mais pour la vente, n'est-ce pas obligatoire? C'est juste ça la question. Très bien, merci. Mais tout d'abord, c'est une réjouissance que de nombreux Saint-Paulois s'intéresse à ce projet majeur qui est celui d'Abbesse, et je crois qu'on l'a encore vu avec la réunion publique qui s'est tenue début avril. Alain Godot va répondre à l'ensemble de vos questions. Bon, ça marche, c'est bon. Donc d'abord, en préambule, on voulait préciser que nous nous étonnons de ces questions, puisque nous avons eu une commission générale très exhaustive sur le sujet le 25 mars dernier, où tous les membres du conseil municipal étaient conviés. Et on aurait pu répondre à ces questions-là ce jour-là. De plus, le 9 avril dernier, s'est tenue une réunion publique à la salle Félix Arnaudin. Comme vous n'y étiez pas, nous pouvons vous informer qu'il y avait de nombreux Saint-Paulois, que la salle était pleine et de nombreuses réponses ont été apportées aux questions des Saint-Paulois qui étaient présents dans la salle. Donc ceci étant, dans le cadre du débat démocratique, il est normal qu'on vous réponde, bien entendu. Et donc je vais vous répondre sur les 2 points sur lesquels vous nous interrogez. Concernant le parking naturel d'Abbesse, donc le prestataire qui a été choisi pour réaliser les travaux est l'entreprise Vincent Pérez de Saint-Paul-et-Dax pour un montant de 27 150 € hors taxe. L'éclaircie des arbres, le dessouchage, l'évacuation des branches et des souches en décharge faisaient partie du marché des travaux. Différents critères nous ont amenés à faire ce choix. 3 critères principalement. Donc Vincent Pérez, son entreprise, est spécialiste des travaux en forêt. Il est en capacité donc de valoriser le bois récupéré, permettant d'être compétitif sur les prix proposés. Deuxièmement, il est habitué à réaliser des aires naturelles dans le massif forestier.
Et enfin, je voudrais préciser aussi, c'est que le service Espace Vert connaît aussi l'entreprise et on sait que l'entreprise travaille en respectant aussi l'environnement, ce qui est important aussi en travaillant à Besse. Et enfin, même si le seuil du marché ne nécessitait ni publicité ni mise en concurrence, nous avons souhaité consulter une autre entreprise qui nous a fait une proposition plus de 8% plus chère. C'était l'entreprise Lossu. Voilà, donc on a préféré donc travailler avec l'entreprise de M. Pérez. Voilà. Et ensuite, concernant les forêts saint-pauloises, donc du point de vue du droit, et pour répondre à votre question, il n'est pas obligatoire d'obtenir la certification ONF pour vendre du bois en France. Cela dépend des contextes et typologies ainsi que du cadre légal local. Concernant Saint-Paul-et-Dax, la commune est propriétaire de parcelles non bâties d'une superficie d'environ 200 hectares, sans compter les 131 hectares d'Abbesse. Sur cette surface, 90 hectares environ sont classés en forêt, alors que seulement 23 hectares sont soumis à ce jour au régime forestier géré par l'ONF. Alors, s'il n'y a que 23 hectares gérés par l'ONF, peut-être qu'on peut se poser la question pourquoi les élus de la précédente majorité, peut-être vous pourrez nous expliquer pourquoi ils n'ont jamais fait le choix de faire gérer toute la forêt saint-pauloise par l'ONF. En fait, donc nous, on fait gérer ce qui est prévu par l'ONF tel que nous avons récupéré la situation. Donc les 110 hectares restants représentant les parcs, espaces verts, bosquets et terrains de sport disséminés sur le terrain communal. Donc dans les espaces gérés par l'ONF, qui sont donc soumis au régime forestier, la vente est effectivement organisée par ces services et proposée au conseil municipal qui valide la vente, c'est ce que l'on respecte bien sûr. Pour le reste de la forêt, les 70 hectares restants environ, c'est la collectivité qui organise la vente elle-même, après consultation et souvent de la même manière que le fait l'ONF. Par ailleurs, comme cela a été voté dans le budget depuis 2 ans, 80 000 € sont alloués par an pour Abbesse, pour l'ensemble des réalisations menées sur le site, à l'image de la clôture du site, de la réalisation du parking, de la restauration du jardin potager en cours, etc. Indépendamment donc des ventes de bois. Voilà la réponse assez exhaustive que l'on pouvait faire maintenant. Je ne sais pas si ça suffit comme explication pour vous. Alors tout d'abord sur le choix des prestataires et la qualité du travail des prestataires, il n'y a aucun doute là-dessus. C'était pas du tout le but de la question, c'est juste la démarche administrative. Donc vous avez répondu déjà en disant que vous aviez fait une autre consultation de devis, donc c'est très bien. Ensuite, votre remarque sur la gestion d'avant. Moi, je pensais que là, maintenant, on avait franchi le pas, je pense, pour parler de ce qui se faisait autrefois, notamment que, en plus, c'est une gestion du conseil départemental. Alors peut-être que ça aurait pu être soumis à l'ONF, oui, mais je pensais qu'on avait franchi le cap là de toujours revenir en arrière de ce qui se faisait avant. Et je pense que là, il faut couper là maintenant. Autrement, on aurait aussi des choses à dire sur d'autres sujets, sur ce qui se fait maintenant et ce qui se disait avant. Voilà, bon, en tout cas, on respecte complètement le droit public, bien entendu, et on fait au mieux en sachant que on travaille avec des spécialistes qui nous donnent toute satisfaction, donc, et on fait on prend le maximum de précautions pour préserver Abbesse tout en l'ouvrant au public. Voilà. Je sais pas. Effectivement. Oui, Dominique Romain. Monsieur Godot qui faisait état qu'on aurait pu poser les questions directement lors de la commission générale ou assister à l'information publique. Je voudrais simplement lui rappeler, Monsieur Godot, que les questions que nous posons, c'est principalement à l'attention des Saint-Paulois qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à un conseil, à la commission générale, bien entendu, et qui n'ont pas l'occasion d'assister aux réunions publiques. Voilà, ne soyez pas offusqués par ces questions. On veut informer les administrés Saint-Paulois, tout simplement. Très bien, on comprend, et puis c'est normal aussi de vous poser ces questions. Mais en même temps, c'est vrai que comme ça, les Saint-Paulois, ils voient qu'on travaille de manière claire en respectant le droit public français de toute façon.
Alain Godot n'est pas offusqué. Il souligne juste le fait que comme vous êtes censé avoir déjà la réponse et que vous l'avez notamment sur la seconde partie de la question, vous aurez pu la prodiguer directement à nos concitoyens qui effectivement sont attachés à ce site et on voit très intéressés par les projets qui s'y déroulent. Je rappelle effectivement que nous suivons scrupuleusement les différentes procédures, quels que soient les projets ici dans la municipalité. Et j'ajoute en plus que nous discutons, nous échangeons avec l'ONF, puisque nous avons d'ailleurs reçu le technicien de l'ONF, il me semble que c'était début mars, pour faire le point sur les forêts gérées par l'ONF, ici sur le domaine communal. D'autres points, on a fait le tour. Cette fois-ci, l'ordre du jour est épuisé. Merci à tous, bonne soirée et rendez-vous au mois de mai.